Rien n'est plus éprouvant, rien n'est plus traumatisant dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire d'un peuple, que la trahison. Tant dans l'histoire, dans la mémoire de tout un chacun, que dans une certaine historiographie. Je vais prendre le cas aujourd'hui de la collaboration en France entre 1940 et 1944. Tout d'abord, d'où vient le terme collaboration? Le premier à l'avoir employé, c'est Philippe Pétain, lorsqu'il va rencontrer Hitler, le vainqueur de la France, le 24 octobre, à l'entrevue donc de Montoire sur le Loir. Et lorsque ce terme va être repris sous forme cette fois-ci de substantif au masculin, lorsqu'il parle de collaborationniste, je parle ici d'un article du collaborateur justement Marcel Déat dans un journal, une dizaine de jours plus tard d'ailleurs, le 4 novembre 1940. Dans mon exposé, je ne vais pas m'attarder, et ça paraîtra curieux, sur le régime de Vichy lui-même, qui a fait l'objet d'une conférence antérieure que tout un chacun pourra trouver dans la liste des enregistrements de mes cours. En revanche, je vais aborder toutes les autres facettes de la collaboration qui a connu effectivement plusieurs formes et à des degrés divers d'ailleurs. Mon plan va suivre une ligne que l'on comprendra, je l'espère, où je vais parler au départ d'une collaboration qui fut contrainte, très clairement, puis où certains y ont trouvé, grâce à, ou plutôt dans le cadre d'un opportunisme économique, l'occasion de faire des affaires. Ensuite, j'aborderai 3 autres sous-chapitres consacrés à la collaboration politique, à la collaboration militaire et à la collaboration intellectuelle. Dans ces 3 derniers cas, il ne s'agit plus de collaboration contrainte ou opportuniste, mais il s'agit d'une collaboration consciente, voulue par ses protagonistes. Enfin, je terminerai comme d'habitude par une conclusion où j'essaierai de dégager un certain nombre de traits de cette période collaborationniste en la replaçant dans l'histoire de la France depuis la guerre, c'est-à-dire donc depuis 60, donc depuis maintenant 80 ans. Parce que je crois que le rôle de l'historien est toujours, non pas bien entendu d'en tirer une leçon morale, parce qu'il va de soi que, a priori, en tout cas c'est clair dans mon cas, il ne peut y avoir la moindre sympathie par rapport à l'attitude des protagonistes pendant la guerre, ceux dont il va être question ici, mais je veux dire le rôle de l'historien est de replacer finalement chacun des chapitres qu'il étudie dans une histoire de, sinon la longue durée, mais en tout cas de la moyenne durée qui s'étend certainement sur un siècle. Je commence donc par la première forme de collaboration, c'est-à-dire la collaboration économique, et non pas par la collaboration politique, pour une raison que j'ai expliquée, qui est à la fois
lié, je dirais, à d'exposés précédents, mais surtout qui est lié à une nature essentiellement différente que la première, c'est-à-dire que la collaboration politique. Cette collaboration économique, on doit la situer à trois niveaux. Le niveau de l'État, le niveau des entreprises et le niveau de la population travailleuse. Il est clair que cette dernière doit être d'emblée dédouanée d'une quelconque action volontaire, cela va de soi. Maintenant, en ce qui concerne l'État et les entreprises, il faut distinguer deux niveaux. L'État a dû, dans le cadre de la défaite, vae victis, malheur aux vaincus, tout le monde connaît le mot de Brennus lors de la défaite de Rome. L'État donc, l'État français, puisque la République française a disparu avec l'établissement du régime de Vichy, l'État français a donc dû payer un tribut financier aux vainqueurs, c'est-à-dire à l'occupant allemand, à l'occupant nazi. Ce montant a varié de 300 à 400, voire 500 millions de francs de l'époque, par jour, je dis bien par jour, pour entretenir l'armée allemande qui occupait donc le territoire français. Tout d'abord la partie occupée jusqu'en 1942, et puis à partir du moment où la zone libre a été occupée, l'ensemble du territoire français. Alors, le tribut financier, je viens d'indiquer qu'il est extrêmement lourd, puisque je viens de vous parler d'une somme allant entre 300 à 500 millions à verser par jour. À verser à qui? À l'État allemand, bien entendu, mais sur un compte financier allemand, ça paraît tout à fait logique aussi, mais ceci va entraîner des effets pervers qu'on ne pouvait pas concevoir à l'origine. Parce qu'effectivement, les avances de l'État français sur ce compte donc financier allemand, ces avances vont conduire à, je dirais, une circulation, à une circulation monétaire qui sera inférieure à ces avances, qui paraît évidemment un petit peu curieux. Et les dépenses militaires de l'occupant allemand seront dans un premier temps inférieures aux versements qui seront posés, qui seront donc des montants qui seront avancés. Ça, c'est dans un premier temps. Puis, à partir d'un deuxième temps, à partir de 1942, les dépenses de l'occupant vont rejoindre effectivement les montants qui sont versés sur ce compte, et à partir de ce moment-là, on va avoir un gonflement de la masse monétaire en France, ce qui signifie que, très clairement, l'inflation a financé l'occupation. Maintenant, après l'État, il va être question des entreprises. Deux étapes, on pourrait même dire trois, dans le courant de la guerre. Dans un premier temps, en 1940, Göring, qui est chargé de la direction de l'administration des territoires occupés, ou plus exactement de la prise de possession en tant que prise de guerre des avoirs des vaincus, va lancer un véritable pillage de l'industrie française. Alors non seulement Göring souhaite
et c'est logique par rapport à la politique allemande en pleine guerre, confisquer toutes les matières premières en France, mais d'autre part aussi démonter toutes les machines-outils de l'industrie française avec pour objectif de les transporter en Allemagne où elles seront remontées et pourront donc participer sur place, donc dans le Reich, à la production industrielle. Dans un deuxième temps, à partir du moment où, à l'automne 1940, il apparaît très clairement que l'Angleterre ne sera pas conquise immédiatement, et que l'on est peut-être parti pour une guerre qui risque d'être très longue, la position des autorités allemandes va changer. C'est ainsi que des commandes partielles, à côté du pillage qui dans un premier temps continue, des commandes partielles vont être passées aux entreprises françaises, ce qui va permettre un redémarrage lent mais certain de la production, qui restera de toute façon inférieur à ce qu'il était avant-guerre, tout étant centré sur la production de guerre, la production militaire, et en matière de production civile, c'est-à-dire concernant les besoins courants de la population qui consommait des biens divers, là effectivement la production restera très très basse jusqu'à la fin de la dite guerre. Alors si on compare deux chiffres, ceux de mars 1941 et ceux de mars 1944, on voit qu'en 3 ans, il va y avoir un décuplement du nombre d'entreprises qui vont être mises à contribution. Effectivement, en mars 1941, on compte approximativement 1300 entreprises françaises qui participent donc à cet effort de guerre imposé par les Allemands. En 1944, au mois de mars, la situation de l'Allemagne est devenue quasiment intenable. Les usines produisent jour et nuit à cadence forcée, avec des esclaves dans les usines allemandes. Et là, les entreprises françaises sont beaucoup plus nombreuses. Il y en a 13 000. Je vous rappelle qu'il y en avait 1300 3 ans plus tôt. Comment en est-on arrivé là? En fait, un administrateur de la gestion de la production industrielle en France, qui s'appelle Sauckel, en allemand donc, ne voulait pas ne voulait pas permettre que des travailleurs français ne soient pas envoyés en Allemagne dans le cadre d'un service du travail obligatoire, le STO, qui avait été mis en place. Mais les patrons français réchignaient à voir partir une main-d'œuvre de qualité vers les usines allemandes. Et c'est ainsi qu'une tractation mettant à l'écart Sauckel va se faire entre, d'une part, le ministre de l'armement allemand, à savoir Albrecht Speer, et d'autre part le ministre de l'Industrie en France, mandaté d'ailleurs par le régime de Vichy, comment dirais-je, à une époque où celui qui détient les rênes du pouvoir est Pierre Laval, qui est un collaborateur très net de l'Allemagne. Ce ministre des Finances s'appelle Bichelonne, et avec Speer, il met au point un système, d'ailleurs les hommes qui étaient tous les deux très pragmatiques, l'un des deux étant un nazi bien entendu, et ne pensant qu'aux intérêts d'abord de son pays,
mais d'une manière, je dirais, traitant en homme d'affaires avec Bichelon, a permis que toute la main-d'œuvre ne parte pas dans le cadre du STO en Allemagne, ou en tout cas la plus grande partie des travailleurs, je dirais, de la force vive de France, et a permis que une partie, donc, importante des travailleurs français reste en France, avec la promesse de Bichelon, donc du gouvernement de Vichy, que la France s'engageait à participer activement à la production industrielle dans le cadre de l'effort de guerre au profit donc de l'occupant allemand. Ceci a correspondu à, je dirais, une part essentielle de la production, puisque quand on compare les commandes qui ont été faites par l'Allemagne à l'industrie française par rapport à tous les autres pays occupés en Allemagne, on remarquera en fait que le montant de ces commandes correspond à la moitié de la valeur globale des commandes faites par l'Allemagne dans les pays occupés en Europe. Donc vous voyez, 50% de la production de guerre hors territoire du Reich vient de France, sur l'ensemble des pays occupés en Europe. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait étudier cette coopération, ou plutôt cette collaboration économique à 3 niveaux. J'ai parlé d'abord de l'aspect financier, en parlant du montant qui doit être versé quotidiennement par l'État français. Dans un deuxième temps, je vous ai expliqué dans quel cadre et j'ai suivi les 2 étapes, voire les 3 étapes de cette collaboration économique des entreprises, et certaines d'entre eux vont effectivement faire de gros profits pendant cette guerre. Il y en a d'ailleurs qui vont être nationalisés, hein, pensons aux industries Renault, hein, à Boulogne-Billancourt, qui vont contribuer de manière importante à la production de l'automobile au profit de l'occupant allemand, mais il y en a d'autres qui, dans d'autres secteurs, par exemple, vont profiter pleinement de cette période de guerre. Pensons par exemple aux industries L'Oréal, propriété de la famille Bettencourt. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, bien sûr. La population, elle, est franchement contrainte, à l'inverse des patrons, ou de certains patrons en tout cas, qui trouvent le moyen de s'enrichir. La population, elle, va devoir être réquisitionnée à partir de février 1943 dans le cadre du fameux STO que j'ai cité il y a quelques minutes, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. À ce moment-là, il y a réquisition de la force de travail, les travailleurs partent en Allemagne pour travailler dans les usines allemandes. Voilà donc le premier secteur que j'ai abordé, bouleversant peut-être un ordre qui serait venu spontanément à l'esprit de tout un chacun, à savoir la collaboration politique. Mais je vous ai dit que la collaboration politique, à l'inverse de celle dont il vient d'être question, où les attitudes sont parfois contraintes, mais parfois aussi opportunistes, la collaboration politique, elle, je dirais, même si elle est imposée par l'état de fait de la défaite, il n'en demeure pas moins que le régime de Vichy, présidé par le maréchal Pétain, a très clairement une coloration fascisante, sinon fasciste. C'est un régime conservateur, catholique, qui se repose
essentiellement sur le monde rural plutôt que sur le monde urbain, qui fait appel aux valeurs séculaires de la France, qui remplace d'ailleurs de manière significative la fameuse devise, qui est toujours celle de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui était celle de la Troisième République, donc par une nouvelle devise, travail, famille, patrie, qui résume bien, je dirais, dans le chef de des protagonistes de ce régime de Vichy, quel était au fond leur programme. Ceci dit, la notion de patrie peut être perçue de manière différente. Et il est évident que pour les résistants, défendre la patrie ne consistait pas à la vendre aux Allemands. Pétain, jusque lors de son procès, dit qu'il n'a jamais voulu que la défense de la patrie, de lui éviter les pires maux pour éviter le pillage intégral du pays. Évidemment, les vainqueurs, les gaullistes, les communistes après la guerre, vont évidemment ne pas pouvoir accepter ce point de vue et considèrent que ceux qui ont travaillé dans le cadre du régime de Vichy sont des traîtres. On va voir que certains, enfin on va voir, pas ici, mais que certains vont, comment dirais-je, se réintégrer dans le nouveau système. Vous voyez de qui je veux dire, de qui je veux parler. Ce ne sera pas l'objet de mon propos, puisque je crois en avoir parlé dans un entretien précédent. Maintenant, il y a les partis collaborationnistes. Alors ces partis, ce sont, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui émergent du lot. À savoir le parti fondé en janvier 1941 par Marcel Déat, que j'ai déjà cité d'ailleurs, le Rassemblement national populaire. Qui était Marcel Déat? Alors Marcel Déat, c'était un député socialiste dans les années 30, c'était un intellectuel, il était normalien, donc c'est la crème, je dirais, de l'élite intellectuelle française. Ici, je ne parle pas de morale, je parle ici comment dirais-je, de niveau intellectuel. Il faisait donc partie de l'élite. Il a voulu inventer une sorte de néo-socialisme autoritaire, anticommuniste, qui était dans l'air du temps à cette époque-là dans plusieurs pays européens. En Belgique, puisque je suis belge, nous avons connu des dérives semblables avec certains socialistes. Je parle bien sûr je pense bien sûr ici à Henri Demann, qui pendant la guerre a été un collaborateur, un néo-socialiste entre guillemets. D'ailleurs, on observe que parmi les collaborationnistes ou les collaborateurs politiques pendant la guerre, un certain nombre, et ce n'est pas négligeable, venaient du socialisme, venaient du communisme, c'est-à-dire qu'ils voulaient un régime autoritaire, mais en dénaturant complètement l'objectif et les idéaux initiaux du socialisme et du communisme. Et certains y ont trouvé, d'ailleurs de manière tout à fait honnête, c'était des fascistes, mais ils étaient vraiment convaincus. Il ne faut pas imaginer que ces gens étaient des opportunistes. Ils croyaient vraiment que l'Europe devait être unifiée face au bolchevisme, avec également les vieux démons français contre la vieille Albion, la perfide Albion, et contre aussi les États-Unis censés être dirigés par la finance juive. Et c'est ainsi donc Marcel Déat, socialiste à l'origine, va adhérer à la collaboration, et je vous ai parlé tout à l'heure que c'était lui qui avait inventé le terme
le 4 novembre 1940 le terme collaborationniste dans le journal dans lequel il travaillait, mais on peut dire aussi que c'est un ultra. Il considère que le régime de Vichy a une attitude au fond attentiste, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire une attitude qui consiste à ne pas fâcher l'occupant allemand, mais en même temps, en ne disant pas un nom définitif à l'Angleterre et aux États-Unis. La meilleure preuve, c'est que les contacts ont été réguliers jusqu'en début 1943 avec l'ambassadeur des États-Unis à Vichy, même après la déclaration de guerre, donc des États-Unis ou de l'Allemagne face aux États-Unis, puisque c'est l'Allemagne qui a pris les devants, donc en décembre 1941, lorsque l'Allemagne s'est rangée du côté du Japon après l'expédition, si je puis dire, de Pearl Harbor, où la flotte américaine a été détruite. La flotte américaine du Pacifique, j'entends bien. Voilà. Alors, à côté de ce rassemblement national populaire de Marcel Déat, il y a un autre mouvement qui, lui, ne s'oppose pas au maréchal Pétain, tout au contraire, alors que Déat est un ultra, si vous voulez, il y a un autre parti qui existait d'ailleurs déjà depuis 1936, un parti fasciste, le Parti populaire français, le PPF, de Jacques Doriot. Alors Jacques Doriot, il a un parcours qui est tout à fait différent de celui de Marcel Déat. Marcel Déat, je vous l'ai dit, est un intellectuel. Jacques Doriot, lui, c'est un ouvrier métallurgiste au départ. Toutefois, comme Marcel Déat, il a été député du Parti socialiste, il est ensuite devenu communiste, il est devenu député de la Seine-Saint-Denis, maire de Saint-Denis, et puis il a rompu avec le communisme, au point qu'il va, une fois l'Allemagne victorieuse, après l'entrée des troupes soviétiques, des troupes nazies, je veux dire, en Union soviétique, lors de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, il est parti très rapidement sur le front de l'Est pour lutter contre le bolchevisme, considéré comme l'ennemi numéro un de la civilisation. J'utilise évidemment les mots qui étaient les siens, et auxquels évidemment je n'adhère pas. Ce qui réunit en fait ces deux partis, ces deux personnages, c'est qu'ils ont en commun, d'une part, l'antiparlementarisme, l'anticommunisme, et qu'ils s'opposent donc à ce régime républicain qui a disparu au mois de juillet 1940. Passons maintenant à la collaboration armée. La collaboration armée, on peut distinguer deux niveaux. D'une part, la collaboration militaire et, d'autre part, la collaboration policière. Je vais commencer par la collaboration militaire, c'est-à-dire celle qui est la plus musclée des deux, bien que l'autre, sur le plan intérieur, ait fait de sérieux dégâts. Donc la collaboration militaire, c'est la collaboration avec les Allemands en tant qu'alliés de guerre sur le front de l'Est contre l'Union soviétique, contre les bolcheviks. Une légion des volontaires français va être donc une LVF, va être créée par Eugène Deloncle,
dès le mois de juillet 1941, elle va comprendre 6000 volontaires. Il y a ensuite, alors là de manière beaucoup plus significative encore, il va y avoir aussi une légion SS. Vous connaissez les SS, ce sont ces troupes d'élite de l'armée allemande, politisée, puisque pour entrer à la SS, il fallait être non seulement nazi, être membre du parti nazi, mais correspondre aussi à un certain nombre de paramètres anthropométriques et d'avoir effectivement une croyance absolue dans le Führer et dans l'idéal national socialiste. La SS, je vous rappelle ce que signifie SS, ça vient du terme allemand Schutzstaben, qui signifie les équipes de protection, littéralement, et qui trouvent leur origine, je dirais, dans les années 1920, lorsque Hitler avait besoin d'un service d'ordre pour ses meetings à côté de la SA, donc c'est-à-dire des sections d'assaut, les Sturmabteilungen, les sections d'assaut. Alors, la première légion française, Frankreich, donc française, a été créée en 1943 et a compris à cette date-là 2400 hommes, donc c'est un chiffre qui est évidemment relativement dérisoire. En 1944, une division Charlemagne va être créée pendant l'été, c'est-à-dire après le débarquement du 6 juin en Normandie, et cette légion comprendra des Français complètement nazifiés jusqu'à la moelle, complètement idéologisés, fanatisés, qui iront jusqu'en avril, même mai 1945, défendre la chancellerie où se trouvait Hitler, donc jusqu'au 28 avril, date à laquelle il s'est suicidé. Donc vous imaginez jusqu'à quel point ils étaient endoctrinés et fanatiques. Donc, je rappelle, sur le plan militaire, tout d'abord, une première légion, la légion des volontaires français, qui date de juillet 1941, qui comprend près de 6000 hommes, en fait 5800, en tout cas au mois d'août 1941, et d'autre part, deux légions, régiments, si vous voulez, successifs, de légions successives. D'abord la SS Frankreich, et puis la SS Charlemagne. On comprend pourquoi Charlemagne. Hein. Charlemagne était à la tête d'un empire qui comprenait essentiellement, je dirais, ce que l'Allemagne et la France vont devenir en tant qu'État contemporain, plus d'autres États, mais en tout cas Charlemagne symbolise, je dirais, le projet européanéiste, oui, est-ce que ça se dit? Européanéiste, oui, c'est peut-être plus juste, qu'avaient en tête Marcel Déat et Jacques Doriot, dont il a été question précédemment. À côté donc de cette collaboration la plus massive, comment dirais-je, pas la plus massive, mais la plus dure qui puisse exister comme forme de collaboration, il y a aussi la collaboration policière. Cette collaboration policière va prendre deux formes, qui d'ailleurs vont se succéder. La première, c'est la Légion des combattants, qui trouve son origine en 1940 et qui comprendra jusqu'à 1 700 000 Français.
c'est que là c'est un chiffre tout à fait important et qui, en janvier 1943, va devenir la célèbre et sinistre milice qui ne comprendra, entre guillemets, ne comprendra que 15 000 miliciens actifs. À l'échelle de la France, ce n'est pas énorme, même si ce chiffre est bien sûr significatif. Ils vont s'adonner à la violence, ils vont se donner un certain nombre de tâches. Maintenant, comment définir la Légion des combattants dans son projet initial? On peut dire qu'il s'agissait d'une sorte de chevalerie au service des idéaux du maréchal Pétain, à savoir la lutte contre l'idéal républicain et la lutte contre les trois ennemis de la République française aux yeux du régime de Vichy, à savoir les francs-maçons, les juifs et les communistes. Maintenant, la milice. Quelles sont ses tâches? Les tâches qui, bien entendu, lui sont données avec la bénédiction, bien sûr, des occupants allemands qui savent qu'ils peuvent se reposer entièrement sur cette milice de collaborateurs quant à l'ordre interne du territoire français. Tout d'abord, ces miliciens se trouvent dans les cours martiales. Ce sont eux qui jugent et qui torturent d'ailleurs, qui expédient devant des pelotons d'exécution assez rapidement les résistants. Ça, c'est sa première tâche, c'est donc participer au jugement, aux instructions et au jugement donc des résistants. Deuxième tâche, c'est la milice a pour mission d'administrer les prisons. Prisons où l'on trouve, bien sûr, des résistants, et je vous ai dit il y a quelques minutes que ces résistants, pour en tirer quelques renseignements qui pourraient être utiles quant au contrôle du territoire, sont parfois et même souvent torturés. Reste enfin une dernière tâche, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'au fond les miliciens, ce sont au fond les hommes à tout faire en France de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée allemande, quand il s'agit de la traque aux juifs, quand il s'agit de la traque aux résistants, quand il s'agit de la traque aux communistes. Et donc la milice est chargée des basses œuvres. Cette milice a été dirigée par Joseph Darlan, je dis bien Joseph Darlan, à ne pas confondre avec l'amiral Darlan, hein, qui était au fond le bras droit de Pétain très longtemps, pas jusqu'au bout, il va d'ailleurs être assassiné finalement. Donc Joseph Darlan, qui est un fasciste, hein, très clairement, qui lui aussi va se battre sur le front de l'Est, qui est obsédé par la menace bolchevique. Donc ce sont des nazis français, si vous voulez. Nous arrivons maintenant à la collaboration intellectuelle. Cette collaboration intellectuelle, elle ne fut pas très importante. Il y eut des collaborateurs dans différents secteurs de la culture, bien sûr. Je ne vais pas ici m'étendre sur tous ceux qui furent contraints de passer par la censure allemande dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, et qui, à certains moments, étaient complaisants, si vous voulez. Je ne m'attarderai ici qu'à deux écrivains, tout simplement, mais quels écrivains? Quand je dis quels écrivains, c'est que ce furent de grands écrivains. Il y a parfois des préjugés un peu stupides de la part de certains qui, pour jouer au père la morale,
disent « Je ne lirai jamais Drieux-La Rochelle, je ne lirai jamais Robert Brasillac, je ne lirai jamais Ferdinand Céline », alors que ce sont d'admirables écrivains. Il faut distinguer évidemment des romanciers, des poètes, c'est le cas de Brasillac, de leur action plutôt de leur activité en tant qu'écrivain, d'autre part de leur activité en tant qu'intellectuel au sens étymologique du terme, puisqu'intellectuel signifie quelqu'un qui, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'art, de l'écriture, met sa plume, met son cerveau, met ses qualités, je dirais, d'artiste au service d'une cause. Et dans ce cas-là, on peut parler d'intellectuels. Hein. Il n'y a pas que des intellectuels de gauche, même si le terme initialement, au moment d'affaire Zola, est lié à la gauche à la fin du XIXe siècle en France. Et antérieurement en Russie, lorsque ces intellectuels se battaient contre le régime tsariste. Donc ici, quand je parle intellectuel, c'est vraiment dans le sens plein du terme, ce sont des écrivains qui se sont engagés dans le soutien, dans la défense de ce régime de Vichy, mais plus encore que le régime de Vichy, qui ont soutenu l'idéal nazi, ce qui est beaucoup plus grave, évidemment. Le premier d'entre eux, c'est Pierre Drieux-La Rochelle. Je vous ai dit que c'est un grand écrivain, un intellectuel vraiment de haut niveau, dont il faut encore lire les romans, hein, comme Gilles, par exemple, qui sont très très bien écrits, qui a connu, au fond, un parcours qui peut nous paraître curieux a posteriori, mais qui fut celui d'un certain nombre de jeunes à son époque. Dans un premier temps, il fut proche de l'Action française, de Charles Maurras, donc de l'extrême droite, avant 1914. Après 1914, donc après 1918 plutôt, il devient politiquement parlant un réformiste radical, il devient même communiste, et puis, enfin, il devient très clairement un fasciste. La menace pour lui, c'est le communisme, c'est l'ennemi absolu. Pourquoi le communisme? Parce qu'il considère que le régime communiste, le régime stalinien, à l'époque, il ne faut pas oublier que ce n'était pas n'importe quel régime communiste, c'était le régime stalinien qui avait succédé comment dirais-je, à la période léniniste. Donc c'est une dictature pure et dure. Est-ce que ça a du sens de parler de dictature pure? Mais enfin, une dictature très dure à ce moment-là en Union soviétique. Il ne faut pas oublier qu'en 1936-37, il y avait eu des purges terribles à Moscou, où Staline avait décimé véritablement tout son état-major, tout le personnel politique de haut rang, ce qui va d'ailleurs poser un problème dans la direction de l'armée à partir de 1941, ça va de soi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Donc on peut dire que Drieux-La Rochelle, lorsque il devient, après avoir été quand même socialiste, hein, je vous l'ai dit, après être devenu fasciste, il adhère à l'idéal hitlérien. Donc là, c'est très clairement l'idéal nazi. Il considère qu'Hitler est le seul qui pourra sauver l'Europe de la menace communiste. Et donc il adhère sans aucun doute à ce dictateur extrêmement clair et menaçant, mais qui, seul aux yeux de Drieux-La Rochelle, possède les épaules suffisantes que pour pouvoir en finir une fois pour toutes avec le communisme. Pour lui donc, le communisme est le plus grand des dangers. Le danger vient de Moscou,
car Moscou, le communisme détruit les élites. C'est ça qu'il a en tête. Élite dont lui-même fait partie. Sinon, dans le fond, s'il n'y avait pas cet aspect-là, il aurait pu rester communiste, au fond. C'est ça qui fait la différence. Au fond, c'est quelqu'un qui est pour un régime autoritaire, pour un régime fort. Maintenant, la distinction entre le fascisme et le communisme est liée chez lui, c'est un problème de tripes, de psychologie, bien sûr de projet politique, mais qui est lié à l'idée qu'il se fait de la civilisation européenne qui est menacée par le péril jaune, si je puis dire, le péril venant de l'Est. Quant à Robert Brasillac, maintenant, grand romancier, poète, il est l'auteur, d'ailleurs j'ai tous ces deux livres dans la bibliothèque, d'une superbe anthologie de la poésie de la poésie latine, excusez-moi, la poésie latine. Il est aussi l'auteur d'une histoire du cinéma, sans parler toute une série de recueils, de poèmes et de romans. Robert Brasillac, c'est aussi un grand intellectuel. C'est un helléniste éminent qui a, comment dirais-je, s'est laissé aller, mais par conviction profonde, à la direction d'un journal qu'il a initié d'ailleurs, qui s'appelait « Je suis partout », qui est un journal populiste qui tranche complètement avec le niveau de ses écrits en tant qu'écrivain. Et dans ce journal, le « Je suis partout », il était à la tête d'une équipe d'ultras qui était antisémite, anticommuniste, anti-républicain, ce qui va conduire Robert Brasillac, après la guerre, à un procès qui va le conduire à être fusillé, alors que Drieux-La Rochelle y avait échappé parce qu'il s'était suicidé en mars 1945. Et il va être fusillé malgré une pétition de toute une série d'écrivains qui reconnaissaient ses grands talents, mais c'est pas pour ça qu'ils adhéraient du tout, au contraire, à ses idées politiques, parmi lesquelles une pétition, parmi lesquelles, les signatures de laquelle on trouve Paul Valéry, on trouve Paul Claudel, on trouve des résistants aussi, comme François Mauriac, comme Jean Paulhan. Donc c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas de n'importe qui a signé cette pétition. Mais il se fait que, je crois que son procès a duré 36 heures, et puis il a été jugé comme coupable, et puis fusillé. Après avoir expliquer quelles sont les 4 grandes branches, je dirais, de la collaboration. La branche économique tout d'abord, et puis les 3 branches volontaires, voulues par leurs protagonistes, à savoir la collaboration politique, la collaboration armée, qui est la plus dure de toutes, et enfin la collaboration intellectuelle, mais qui n'a pas été sans effet, car vous savez que comment dirais-je, orienter l'opinion publique est essentiel dans un pays comprenant plusieurs dizaines de millions d'habitants. J'en arrive donc à l'épilogue. L'épilogue, c'est l'épuration. 2 points à souligner ici, ou plutôt dont je vais traiter ici. Tout d'abord, la question de l'origine politique de cette épuration, et ensuite, je vais vous expliquer, vous décrire comment fonctionnait l'appareil judiciaire et quels sont les différents types de tribunaux qui ont été mis en place à partir du mois d'août 1944, c'est-à-dire à partir du moment où la capitale est reconquise sur les Allemands et que tout ça va pouvoir fonctionner qu'à un cas, mais dans un cadre légal en France. C'est en septembre 1943 qu'est créé le Conseil français
de libération nationale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on décide que, une fois la guerre terminée, il va falloir juger les dirigeants politiques de la France sous le régime de Vichy, comme au premier chef Philippe Pétain et Pierre Laval, qui avait été donc son Premier ministre et qui collaborait très franchement avec les Allemands. Mais ce n'est qu'à l'été 1944, au moment où la France est en voie de libération totale, à la suite du débarquement du mois de juin en Normandie, à la suite du débarquement du mois d'août 1944 en Provence, avec le maréchal de Lattre de Tassigny, et avec la libération de Paris, bien sûr, et puis la progression lente vers le Rhin. À partir donc de l'été 1944 ont lieu les premiers jugements. Les sanctions ont porté essentiellement contre ceux qui avaient, à ce moment-là en tout cas, eu un zèle et un enthousiasme manifeste, ostentatoire vis-à-vis de l'occupant. Donc ici je parle bien de l'enthousiasme sans aucun doute de collaborateurs, des collaborateurs. Ensuite, vont se mettre en place un certain nombre de tribunaux dont je vais analyser ici les motifs d'inculpation qui pouvaient être portés sur les suspects, et je vais indiquer également quelles étaient les sanctions qui étaient prises et qui avaient pour fonction non seulement de punir, mais de rester dans la mémoire des Français, ce qui n'a pas toujours été le cas. On peut diviser ces tribunaux en 4 catégories. D'abord les tribunaux politiques, ensuite des tribunaux pour faits, je dirais, en matière pénale, des tribunaux pour délits sur le plan moral, et enfin des tribunaux pour les affaires militaires. Donc 4 catégories, je les rappelle: politique, pénal, pénaux, moraux et militaires. Je commence tout d'abord par les tribunaux politiques, ou plutôt par le tribunal politique. C'est l'instauration d'une haute cour qui va juger les dirigeants. Parmi ceux-ci, Pierre Laval, qui fut le collaborateur en chef sur le plan politique et qui va, à l'issue de son procès, être fusillé. En ce qui concerne le maréchal Pétain, il fut condamné lui-même à mort, mais à la demande du tribunal, et en cela le général de Gaulle, qui était chef du gouvernement provisoire à ce moment-là, va suivre cet avis. Le maréchal Pétain va donc, vu son grand âge, c'est en tout cas le motif du fait qu'il n'ait pas été fusillé, va être relégué à perpétuité, donc jusqu'à la fin de sa vie, dans une prison. De toute façon, vu son âge, il aurait pu difficilement s'échapper, mais enfin c'était une vraie prison sur l'île Dieu, sur la façade atlantique. Et il va mourir extrêmement âgé en 1951. Hein, n'oublions pas que au début de la guerre, il a déjà plus de 80 ans. Hein. C'était un héros de la Première Guerre mondiale, c'était le héros de Verdun, qui avait été mis à la retraite après la Première Guerre mondiale, peu de temps après la Première Guerre mondiale, et qui, effectivement, était arrivé au pouvoir à la suite d'une demande, parce qu'il était un chef incontesté, un héros, mais il avait un programme politique en tête. Hein. L'analyse des archives, de sa correspondance, contrairement à ce qu'on a pu laisser traîner longtemps, montre qu'il était pleinement responsable de ses actes pendant la guerre, et que ce n'était pas ce vieillard gâteux qui se laissait manipuler par Laval. Il était très clairement, il avait très clairement adhéré au système qu'il avait mis en place.
Ensuite, du côté des tribunaux pénaux, maintenant. Il existe un certain nombre de cours de justice qui ont prononcé 767 peines capitales qui ont été exécutées, alors qu'on peut multiplier ce chiffre par 8,5 ou par 9 quant aux jugements qui ont été rendus. Effectivement, 6780 condamnations à mort ont été prononcées, mais il faut savoir que sur ces 6780 condamnations à mort, il y a eu de nombreuses condamnations à mort qui le furent par contumace, parce que les accusés avaient fui, on ne les retrouvait pas, et par conséquent, il y a eu un certain nombre de peines qui ont été commuées en prison à vie. Maintenant, et c'est en cela surtout que la population française s'est sentie le plus concernée, en tout cas à l'époque. Je vous ai parlé des motifs moraux, en parlant des intellectuels comme Drieux-La Rochelle ou comme d'autre part Brasillac. Mais à côté des intellectuels, il y a les gens ordinaires. Et ces gens ordinaires qui ont adhéré de près ou de loin à l'idéologie fasciste ou fascisante, qui ont été plus loin que la simple adhésion en termes de pensée, mais qui ont émis des propos, qui ont également pratiqué la délation auprès des autorités allemandes concernant des résistants ou des gens qui tenaient des propos gaullistes, par exemple, mais il y en eut beaucoup. C'est ainsi que des chambres civiques ont été établies, donc pour les délits moraux, où on a étudié le comportement antipatriotique d'un certain nombre de citoyens français. Pour vous dire l'ampleur du phénomène, alors là ça dépasse les chiffres que j'ai pu évoquer jusqu'à présent concernant la collaboration armée et policière, on a condamné dans ces chambres civiques 50 000 personnes à être suspendues de leurs droits civiques. 50 000 personnes, ce n'est pas rien. Et tenez-vous bien, à côté de ça, il y a eu 95 000, donc près de 100 000 dégradations nationales, ce qui était une peine encore plus grave. Alors, c'est quoi la dégradation nationale? Ça veut dire que vous perdez, le cas échéant, il peut y avoir des différences de situation, bien sûr. Vous pouvez perdre, on peut vous interdire d'exercer votre profession, on peut suspendre ou, comment dirais-je, supprimer votre pension, on peut confisquer vos biens, vous pouvez aussi avoir comme sanction la perte de la nationalité, donc vous devenez apatride, autrement dit. Par conséquent, vous voyez que si l'on additionne ceux qui ont été suspendus de leurs droits civiques à ceux qui ont connu la dégradation nationale, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 150 000 personnes ou 150 000 cas de jugements qui ont conduit à des peines très graves, indépendamment des décisions qui ont été prises par les cours de justice, puisqu'il y a eu, je vous ai dit, près de 800 exécutions capitales. Voilà. Maintenant, il reste évidemment les tribunaux militaires qui se sont penchés sur les affaires militaires, c'est assez évident. Maintenant, j'en arrive à ma conclusion. Donc, je ramasse mon propos pour la deuxième ou pour la troisième fois. Nous avons étudié aujourd'hui donc les différentes formes de collaboration,
économique, politique, militaire et intellectuel, avant d'arriver à cet épilogue à partir de l'été 1944, où il va y avoir une épuration assez importante. L'objectif de l'épuration, c'est qu'elle soit assez forte. Il faut qu'évidemment il y ait une sorte de catharsis qui se produise à ce moment-là, que l'on puisse s'épurer de tout ce qui est sale, de tous les individus sales dans la nation, de ceux qui ont été antipatriotes, mais il ne fallait aussi que cette épuration ne dure pas trop longtemps. Parce que l'objectif de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, était que la nation ne devait pas être divisée durablement par cet épisode honteux de la part d'un certain nombre de Français. Donc, cette épuration fut rapide, toutefois, le régime de Vichy en tant que tel, c'est-à-dire l'État de Vichy, le rôle des fonctionnaires qui avaient appliqué un certain nombre de décisions à tous les échelons, depuis les hauts fonctionnaires jusqu'à des fonctionnaires subalternes, tout cet aspect du conflit, ou plutôt de ce régime en France pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans, a été refoulé pendant près de 20 ans. Il a fallu attendre le milieu des années 60 pour que les travaux d'un historien américain, Robert Paxton, commencent à dessiller les yeux des Français sur ce qui s'était passé et que l'État français était coupable, et pas seulement une partie de la population incivique, que l'État français lui-même avait participé à la déportation des Juifs, que l'État français avait eu un rôle inacceptable quand on met en évidence l'idéal républicain. Ce n'était plus une république d'ailleurs à ce moment-là. On sait le rôle que la police en France a joué au moment, en 1942, à l'occasion de l'opération du Veldiv, où tous les Juifs de Paris ont été rassemblés donc au Vélodrome d'hiver pour être amenés à Drancy, et de là vers des camps, on ne le savait pas encore, mais on aurait pu s'en douter, des camps d'extermination en Pologne. Voilà. Donc, même s'il y a des policiers, et c'est souvent mis en évidence dans un certain nombre de films, qui ont prévenu la veille, étant au courant qu'une rafle de Juifs allait être faite, qui ont prévenu des intéressés. Mais il n'en demeure pas moins que c'est, voilà, il y a eu le concours de l'État français, de la police française dans les rafles des Juifs. On a vu aussi que toutes les classes de la population, finalement, ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Mais moi, en tant qu'historien, je voudrais insister sur le fait que les Français ne sont pas tout à fait sortis de cette histoire, malgré les très nombreux travaux d'historiens depuis maintenant, je dirais, une 50aine d'années. Parce que les travaux de Robert Paxton remontent quand même au milieu des années 60, vous faites le calcul, 35 plus 20 ans, nous sommes maintenant en novembre 2020, donc depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, on sait beaucoup de choses, à moins de vouloir vraiment les ignorer. Mais il y a des tas de travaux qui ont paru, entre autres sur l'administration de Vichy, sur les décisions, le rôle que des gens comme Laval, mais aussi Pétain et d'autres hauts fonctionnaires ont pu jouer pendant la guerre dans le cadre de la collaboration politique avec l'Allemagne. Quand je dis que la France n'en est pas sortie, c'est que si vous regardez bien, bon, on sait que à une certaine époque, à l'époque du général de Gaulle, et même par la suite, Jean-Marie Le Pen est un personnage très marginal finalement. Et puis progressivement, ce qui était à l'époque le Front National a pris de plus en plus de place dans la nation, au point que depuis 20 ans maintenant, il est devenu pratiquement le premier parti de France.
que ses chefs, ses leaders, à savoir Jean-Marie Le Pen jadis, aujourd'hui sa fille Marine Le Pen, se présentent à chaque élection présidentielle et occupent la deuxième place finalement. Le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, sont les héritiers directs des partis dont il a été question tout à l'heure, le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat et le Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Pensez au nom lui-même. Marine Le Pen, je crois que ce n'est pas par hasard, parce qu'ils doivent connaître quand même leur histoire, ont choisi, Marine Le Pen a choisi, avec les dirigeants du Front National de l'époque, a choisi comme nouveau nom du Front National, le Rassemblement National. Quand vous pensez que c'était le nom du parti de Marcel Déat, fondé en janvier 1941, donc en pleine guerre, c'était le Rassemblement National Populaire. Il y a de quoi trembler quand on pense à cela. C'était le Rassemblement National aussi. Si je dis ça, c'est parce que mon rôle en tant qu'historien est bien sûr d'expliquer les phénomènes dans leur durée, d'étudier les sociétés humaines dans le temps, mais aussi le rôle de l'historien et la fonction de l'historien est aussi mémorielle, non pas pour commémorer des événements, mais quand même pour rappeler un certain nombre de choses. Et je crois que le nom actuel du parti d'extrême droite en France, le Rassemblement National, qui est tiré immédiatement du parti de Marcel Déat, est plus que symbolique. J'ai dit.